très bien ce qui s'est passé depuis 1000 ans. Oui. Parce que c'est bien le diable que les tendances qu'on voit depuis 1000 ans ne se prolongent pas au moins pendant 30 ans. Donc, ces tendances depuis 1000 ans, c'est-à-dire depuis le début du capitalisme, vraiment, sérieusement... L'ordre marchand, c'est 1000 ans, quoi, on peut dire. L'ordre marchand, oui, il n'est pas dominant à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là qu'il commence. La grande puissance, à l'époque, était encore la Chine et va le rester, mais elle est totalement isolée. Elle n'est pas dans l'ordre marchand, mais elle est alors totalement isolée. Avant l'ordre marchand, il y a en effet l'ordre impérial, les empires, et l'ordre rituel, les prêtres. Là aussi, il y a des grandes constantes de l'espèce humaine. Depuis 1000 ans, on est passé d'étape en étape, et dans chaque étape, il y a une forme, c'est-à-dire l'espace qu'occupe le capitalisme, qui grandit à chaque étape, et une ville qui est le cœur, qui domine, qui véritablement est le centre. Une ville qui joue le rôle de la dominant, quoi. Qui joue le rôle du cœur, au sens propre biologique, c'est-à-dire c'est de là où tout bat, la technologie, la culture, la finance, le pouvoir, les innovations. Et on a pu identifier ces cœurs. Fernand Braudel y a beaucoup travaillé, et puis d'autres aussi. Les voici. Dans l'ordre, au 11e siècle, Bruges, puis Venise, puis Anvers, puis Gênes, puis Amsterdam, puis Londres, puis Boston, puis New York, et aujourd'hui encore, depuis 25 ans, Los Angeles. Pas encore Pékin. Et sans doute jamais. C'est sans doute une des théories de mon livre. Et Jacques Cadet, et pas Paris? Alors, jamais. Au moment de Louis XIV, par exemple, que dans nos livres d'histoire, on nous dit être la grande puissance française, le niveau de vie des Parisiens, c'est le quart du niveau de vie des habitants d'Amsterdam, qui est le New York de l'époque. Une des raisons, d'ailleurs, parmi beaucoup d'autres pour lesquelles la France n'a jamais été au cœur, c'est qu'elle a choisi d'être un grand pays rural, et les paysans, et c'est leur grandeur, ont besoin du retour du même. Ils ont besoin du retour des saisons, ils ont besoin de la stabilité. Ils n'ont pas besoin d'innovation. Alors, l'innovation, qui va être la clé du progrès, passe surtout par les ports. Et vous avez noté que dans toutes les villes-cœurs, il n'y en a aucune qui ne soit pas un port. Toutes sont des ports. Et comme nous, au moment où on aurait pu mettre notre capitale au bord de la mer, c'est-à-dire au moment où François Ier crée le Havre, mais lui, il décide d'installer sa capitale au bord de la Loire, c'est là où on a fait l'erreur, en tout cas au sens de la dynamique de croissance. Ensuite, la France a fait une magnifique ville qui s'appelle Paris. Mais en termes de puissance de croissance, on a eu tort de faire ça. Oui, d'accord. C'est pour ça que Paris n'a jamais été vraiment un cœur. Il y a eu l'Empire français, mais pas... Paris n'a jamais été un cœur. Je fais le point, c'est un livre sur l'économie mondiale et sur le monde de façon générale, mais je montre qu'à chaque époque, pour chaque ville, le niveau de la France est toujours 40 à 50%, sinon moins, en termes de revenus par habitant, de pouvoir d'achat des habitants, que les villes principales. Alors, le cœur, donc c'est là où bat effectivement le rythme de la croissance. Et alors, la forme? La forme, donc c'est l'espace qui est autour, qui se divise entre trois parties, le cœur proprement dit, le milieu, c'est-à-dire les autres pays qui sont joints et qui souvent rêvent de devenir cœur ou ont été cœur, et la périphérie, c'est tous les pays qui sont exploités, qui sont à l'extérieur. Et progressivement, la taille du cœur grandit, la taille du milieu grandit, et peu à peu, la périphérie est avalée dans l'ordre marchand, dans le milieu. Oui, c'est la tendance longue. Phagocyté, quelque sorte. Oui, phagocyté, parce que progressivement, les autres ordres, c'est-à-dire l'ordre religieux et l'ordre impérial, laissent la place à l'ordre marchand. Progressivement, l'ordre marchand, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a, mis à part... Il domine aujourd'hui. Il est partout, sauf peut-être en Corée du Nord, mais il est partout. Il est partout, pas toujours, évidemment, loin de là, associé à la démocratie, mais le marché est déjà partout. Et il y a des tendances longues, des recettes qui montrent qu'une ville peut devenir le cœur si elle attire les innovateurs, si elle attire la finance, si elle donne sa place aux créateurs, si elle a un projet long, si elle est démographiquement pleine de vitalité, si elle a une certaine forme de stabilité, et si elle a une élite dirigeante et une élite financière qui ont une vraie vision. Et ça a toujours été le cas, ça a toujours été le même schéma, pratiquement. Le même schéma, à chaque fois, il y a une grande innovation qu'on peut identifier à chaque cœur, et je montre quelles innovations. Il y a des grands artistes qu'on peut identifier à chaque cœur, il y a une monnaie, chaque cœur a sa monnaie, et c'est la monnaie dominante.
C'est pour ça que parfois le cœur change, mais la monnaie reste la même. Quand la Grande-Bretagne est au cœur, c'est la livre sterling. Quand le cœur passe à Boston, puis à New York, puis à Los Angeles, ça reste le dollar. Et aujourd'hui, la question est, est-ce qu'il y aura un cœur autre après... C'est la grande question du moment. Alors, c'est une des questions, parce qu'il y a évidemment, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres questions. La présence du Sud, les questions climatiques, les questions militaires, il y a beaucoup d'autres questions qui nous projettent d'ici à 30 ans. Et on voit aussi des tendances longues sur qui fait la guerre. En général, la guerre est faite par quelqu'un qui veut devenir le cœur contre celui qui est le cœur. Mais en général, presque toujours, le cœur suivant n'est pas celui qui a fait la guerre, mais c'est celui qui attendait dans un coin et qui a profité de l'épuisement des deux. Pratiquement toujours comme ça. Par exemple, Louis XIV, Louis XV ont fait la guerre contre les Pays-Bas, et c'est la Grande-Bretagne qui en a profité. L'Allemagne a fait la guerre contre la Grande-Bretagne, et c'est les États-Unis qui en ont profité. On peut penser aujourd'hui que la guerre entre la Russie et le camp occidental profitera à la Chine, qui se tient à l'écart, si on poursuit le raisonnement. Aujourd'hui, il y a... alors, il y a aussi beaucoup de choses qui sont passionnantes, c'est quelles sont les technologies qui dominent. C'est toujours un progrès dans la technologie de manipulation de l'information, de maîtrise de l'information, manipulation, manipulation pas au sens... pas au sens déformant du terme, au sens de utilisation de l'information, télécommunications, bateaux, trains, avions, etc. Et l'énergie. Une nouvelle source d'énergie donne un pouvoir. Et souvent, quand c'est les deux, par exemple l'imprimerie, le téléphone, l'automobile, tout ça, c'est des ruptures qui vont changer. Et ça donne des nouveaux moyens, des nouvelles consommations. Parce que le marché aussi, l'ordre marchand capte ça. De plus en plus. Voilà. Alors, de plus en plus, on a développé des objets de consommation pour les besoins de transport, puis pour les besoins domestiques, la machine à laver, bien sûr, tout ça. Etc. Puis pour les besoins des jeunes. C'est tout ce qui s'est développé depuis peu. Et Los Angeles, c'est tout autour des besoins des jeunes. Et il y a d'autres besoins qui vont apparaître maintenant et qui seront au cœur de la forme suivante. Il y a 9 formes, on est en attente de la 10e. Ah oui, actuellement, on est en attente de la 10e. On va en parler parce que c'est là où le bas blesse. Et à un moment donné, Jacques Attali, une forme marchande peut fonctionner durablement sans cœur. Et c'est peut-être ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, alors, il y a chaque cœur. J'ai essayé dans ce livre de donner le mode d'emploi et de donner tous les moyens à tout le monde, mettre toutes les cartes sur la table pour que chacun se fasse son avis, et ça peut être un avis différent du mien. Mon avis est que nous avons devant nous la question de savoir qui sera le cœur suivant, c'est-à-dire d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue technologique, culturel, politique. Vous voulez dire après la Californie. Après la Californie. Ouais. Alors il y a 2 candidats qui peuvent apparaître. Le premier, c'est encore les États-Unis. Après tout, ils l'ont été 3 fois, Boston, New York, Los Angeles. Et beaucoup aux États-Unis pensent que le prochain cœur sera entre le Texas et la Floride. Et en effet, c'est une région qui se développe formidablement. Beaucoup de très grandes entreprises de Californie se déplacent en Floride ou au Texas. On peut penser que ça sera ça. Je n'y crois pas, parce que je pense que la part des États-Unis dans l'économie mondiale va beaucoup baisser dans les 30 ans qui viennent, ne serait-ce que pour des raisons de croissance des autres, même si... Et puis de dette, etc., etc. Enfin, plus leurs grandes difficultés financières, plus l'extraordinaire rupture entre les côtes et le centre, qui ne pensent pas du tout la même chose d'un point de vue politique, plus beaucoup de causes de rupture, qui fait que je pense que les États-Unis vont avoir beaucoup à s'occuper d'eux-mêmes, plus qu'à s'occuper des autres. Le dollar va encore jouer un rôle important, il ne sera pas remplacé par une autre monnaie, mais il ne sera plus la monnaie dominante. La Chine, dont beaucoup pensent qu'elle sera le pays dominant, je n'y crois pas non plus, même si la Chine va devenir une très grande puissance, si l'armée chinoise va devenir la 2e du monde, si la Chine jouera un rôle important dans le monde, comme elle commençait à le jouer. Mais d'abord, la Chine, comme je l'ai dit, a toujours été une superpuissance à part. Elle n'a jamais souhaité se mêler du monde. Elle était... c'est plus le cas maintenant. Alors, c'est plus le cas maintenant. C'est pour ça que maintenant, elle veut s'en mêler. Mais elle veut s'en mêler pour des raisons très intéressées. Par exemple, pourquoi la Chine, à l'heure où nous parlons, s'intéresse à l'Ukraine ? Parce que 80% du soja dont elle a besoin pour nourrir ses porcs vient d'Ukraine. Et donc pour elle, pour la Chine, c'est vital d'avoir une stabilité en Ukraine. Donc la Chine veut absolument stabiliser pour ses intérêts. Mais elle n'a jamais été, je ne pense pas qu'elle sera porteuse d'un modèle de civilisation. L'Europe non plus, franchement. L'Europe non plus. L'Europe pourrait, parce qu'elle est encore une superpuissance en termes de qualité de vie. Si vous regardez le monde entier, tout le monde rêve d'être européen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, entre les 2 scénarios, Chine, États-Unis, aucun.
Je crois que c'est le troisième qui va l'emporter, c'est-à-dire un monde sans cœur, dans lequel, sans cœur à tous les sens, parce qu'il n'y aura pas de cœur géographique, mais il sera sans cœur, parce qu'il sera impitoyable, parce que ce qui dominera, ce seront les entreprises, c'est le marché. C'est-à-dire une société totalement inégale, sans état de droit, dans lequel la règle sera fixée par les patrons de la finance et des grandes entreprises. Et c'est déjà le cas, franchement. C'est déjà. Tout existe déjà, bien sûr. Mais je vous cite, Chakatali. Vous dites sera. Et moi, je dis et. De fait, voilà, je vous cite. De fait, à la différence de ce qui s'est passé depuis 1000 ans, l'ordre marchand sera devenu si puissant et la technologie si nomade qu'aucune puissance politique géographiquement déterminée n'aura plus la capacité de le contrôler, ni de l'orienter, ni de le réguler. Aucune armée ne pourra faire à elle seule la police de tous les océans, de toutes les terres, de tous les espaces, de tous les réseaux numériques, de tous les esprits, de toutes les révoltes. Aucun centre financier, aucune monnaie nationale ne pourront contrôler les marchés du monde. Nul ne pourra entraver la puissance du capital, dont la part dans la valeur ajoutée sera encore plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Non, c'est pas tout à fait aujourd'hui. TikTok, oui. Qui est TikTok. Et qui est l'opium. Extrêmement seul, mais il est pas mal. Ouais. Extrêmement mortel, très dangereux. Donc, il y a des puissances planétaires. Alors, pour l'instant, les Chinois ont très bien compris le danger pour le Parti communiste d'être dominé par des entreprises, et ils les ont matés. Toutes les entreprises chinoises sont maintenant rangées derrière la bannière du Parti communiste. Oui, on a vu Alibaba. Voilà. Mais pas seulement. Mais Alibaba est en effet un exemple iconique. Mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Les grandes entreprises américaines, dont on a parlé, ne sont pas dominées par l'État. Et d'une certaine façon, le dominent. C'était d'ailleurs quelque chose dont on a oublié, mais le président Eisenhower, il y a très longtemps, quand il a quitté le pouvoir en 1962, je crois, son dernier discours, c'était 61. Méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Absolument. Et il a dit, méfiez-vous de l'industrie. Il y a aujourd'hui... Et la tendance est naturellement planétaire. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, c'est planétaire. La génétique, c'est planétaire. Tout ce qui vient avec les nanotechnologies, c'est planétaire. On ne peut pas empêcher un petit chercheur dans un coin, parce qu'il est génial, de faire une innovation qui va avoir un impact planétaire. Donc, soit on sera capable, pour l'IA, par exemple, qui est vraiment la première chose qui nous concerne, de faire une régulation qui permettra d'en utiliser le meilleur. Et c'est extraordinaire ce que ça peut apporter de positif. Soit on ne le fera pas et on va être débordé par elle. Oui, parce que ce sera l'artificialisation, vous en parlez. Voilà, alors j'ai dit, il y a 3 dangers, il y a 3 scénarios. Scénario américain ne marchera pas, scénario chinois ne marchera pas, scénario domination par les entreprises va marcher, c'est le chaos. Après ça, il y a 3 menaces de suicide de l'humanité. Celle du climat, qui est beaucoup plus grave qu'on le croit, à mon avis. Parce que le scénario... Je suis plus sceptique. Je sais que vous l'êtes, mais je pense que, principe de précaution, on a intérêt à prendre des mesures de précaution. Et aujourd'hui, on est plutôt à 5 degrés qu'à 1,5 degré. Deuxième scénario, la guerre. Et les armements mondiaux sont absolument immenses. Et les menaces qui viennent, Taïwan, Corée du Nord et beaucoup d'autres, peuvent entraîner une guerre planétaire vraiment suicidaire. Et le dernier danger, qui est le plus difficile à percevoir... Et qui pour moi est le plus grave. C'est l'artificialisation. Nous sommes progressivement transformés en artefacts. D'abord, la nature est artificialisée, les sols sont artificialisés, ce qui a des conséquences sur le climat. Chacun d'entre nous, on a de plus en plus de prothèses. On utilise on devient des prothèses parce que, pour de bonnes raisons, on est équipé de prothèses, mais progressivement, les mutations sont gigantesques. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite récemment par des chercheurs qui ont vu qu'une des différences entre, je caricature, enfin je simplifie à l'extrême, une des différences majeures entre le cerveau d'un singe et le cerveau d'un homme, c'est une certaine partie de la cellule qui se développe différemment chez l'homme, chez le singe. Ils ont greffé cette partie, encore une fois je simplifie à l'extrême, sur une cellule débutante de formation d'un chimpanzé. Ils ont constaté, d'un singe, ils ont constaté que ça se développait très bien, et ils ont imaginer que s'ils laissaient se développer jusqu'au bout, on allait avoir un Les singes deviendraient humains. Ils ont arrêté l'expérience. Mais qui prouve qu'ils ont vraiment arrêté l'expérience? Qui prouve que ce genre de chimère n'est pas en train de se développer? Par exemple, on est en train de voir de plus en plus, pour des bonnes raisons, la possibilité de faire naître des enfants hors de la matrice maternelle dans les premiers mois et dans les derniers mois. Et la durée dans laquelle l'utérus ou la matrice maternelle est se réduit.
On peut imaginer que... Oui, mais est-ce que c'est pas extrêmement dangereux? C'est vraiment dramatique. C'est la fin de l'espèce humaine telle qu'elle est. Ouais, c'est ça. Mais pour l'arrêter, pour orienter vers le meilleur, c'est pour ça qu'il est très important de dire que l'artificialisation est un suicide, il faut prendre des mesures qui ne peuvent être que planétaires. Jacques Attali, cet économiste de renom qui a souvent une longueur d'avance sur tout le monde, nous annonce sans trembler que l'humanité est en train de creuser sa propre tombe. Mais attention, il ne parle pas d'une simple perte de jardinage. Non, non, nous sommes en plein chantier international de destruction lente, mais efficace, avec des grues, des bulldozers et même des pelleteuses. Et tout ça en sifflotant gaiement comme si c'était un après-midi de détente au parc. Alors, que se passerait-il exactement? Attali nous explique dans son livre Le Monde, mode d'emploi, qu'on a littéralement créé les conditions parfaites pour un suicide collectif. Rien que ça, cette vieille tendance humaine de ne rien faire à moitié. Tout d'abord, il y a une obsession pour la croissance économique plus vite, plus haut, plus fort, comme la devise des Jeux olympiques. Sauf que là, il n'y a pas de médaille à la fin, juste des dettes, des inégalités et des catastrophes naturelles. À force de vouloir accélérer, on a fini par mettre la planète en surchauffe. Si la Terre était une voiture, le voyant rouge du moteur clignoterait frénétiquement depuis un bon moment. Mais même personne ne semble vouloir s'arrêter pour vérifier sous le capot. C'est vrai qu'il y a encore le temps à faire une pause quand le marché des crypto-monnaies s'emballe et que les milliardaires font la course dans l'espace. Et puis il y a la technologie. La technologie, ce cadeau empoisonné qu'on nous a voulu à Noël. Avec nos gadgets toujours plus intelligents que nous, on pourrait penser qu'on est dans une route pour un avenir radieux. Mais non, Attali nous rappelle que si on n'y fait pas gaffe, on se dirige tout droit vers un monde où les algorithmes gouvernent nos vies.